Oui, c'est Vincent Puig. Ah, pardon, je n'ai pas levé ma main. J'ai plus rapide par le micro. Bonjour à tous. Oui, donc j'avais juste une question qui porte sur la question enfin, sur le processus de production de savoir qui a été soulevé par Joël Lemarec. A fait raison d'insister sur ce point. Le niveau production de connaissances. Et là-dessus, j'aimerais que les intervenants reviennent peut-être un peu sur les publications, par exemple, qui ont pu être produites avec les contributeurs. Et deuxièmement, il y a le niveau du savoir. Et là, ça m'intéresserait beaucoup alors, de savoir si, par exemple, les contributeurs Romani, est-ce que ça les a relancés dans une forme de nouveaux métiers ou de nouvelles activités pour eux-mêmes. Je vois qu'il y a l'embauche d'un Wikipédien, par exemple. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a un vrai savoir qui va pas être juste au service du musée, mais qui va être en plus intéressant pour la personne elle-même. C'est-à-dire qu'il va vraiment à la capacité. Donc, c'est ça qui m'intéresse peut-être donc dans les exemples qui ont été montrés. Est-ce que ça peut relancer des personnes dans de nouvelles activités professionnelles ou dans des nouveaux métiers? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, oui, Julia, peut-être pour répondre à cette question. Merci Vincent pour la question. Alors, pour ce qui est des personnes d'origine romanie, puisqu'on va s'intéresser vraiment à nos experts qui étaient d'origine romanie et qui du coup n'étaient pas forcément dans une démarche de recherche ni rien, pour ces experts-là, ça ne leur a pas forcément donné des idées de nouvelles activités. Plutôt de poursuivre pour certains. Par exemple, on a un de nos experts qui est Gabi Jiménez, qui est un artiste plasticien et qui milite depuis longtemps pour que la rumba catalane ou rumba ritana soit protégée au titre du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, donc, il a fait une enquête de terrain avec une anthropologue, puisqu'on s'est dit que les binômes, c'était ce qui marchait le mieux quand ils n'avaient pas l'expérience de collecte préalable. Donc, il a travaillé avec Johanna Rubio, qui est anthropologue et qui appartient aussi à la communauté gitane. Et du coup, voilà, ça lui a permis de faire ce terrain sur un sujet qu'il connaissait et d'apporter des éléments pour nourrir le dossier UNESCO. Il y a un seul cas, à ma connaissance, parmi nos 15 experts de Barbalo qui a peut-être créé, je ne dirais pas une vocation, mais en tout cas suscité une envie et qui, je pense, était en parallèle d'un cheminement personnel. C'est le cas de William Hacker, qui est un jeune homme qui fait partie du groupe des voyageurs et qui, quand on l'a rencontré, s'intéressait à sa communauté et voulait l'aider, mais ne voulait pas vraiment s'investir dedans. Et donc, il est juriste de formation, mais plutôt dans le droit financier. Et en fait, il s'est lancé dans un projet d'inventaire. Donc, on lui a fait faire un terrain sur les métiers féminins, les pratiques féminines professionnelles sur les aires d'accueil ou les terrains personnels, etc. Et du coup, ça s'est mis en parallèle d'un travail qui s'est mis à faire et qui a été publié assez récemment. Il intervient beaucoup dans les médias maintenant pour ce livre qui est un inventaire en fait, des aires d'accueil et qui dénonce les injustices, notamment environnementales. Et donc voilà, à ma connaissance, dans notre groupe d'experts Romani, c'est surtout William qui s'est senti porté par ce qu'on faisait ensemble pour le transformer et en faire quelque chose qui est une retombée positive pour le groupe dont il dit pas « je suis le porte-parole », mais il dit en tout cas « je suis une voix que je porte ». Et puis de manière générale, on a constaté que pour nos experts qui n'ont pas une formation académique, rien que le fait de participer à un projet comme celui-ci, c'est une source de fierté, c'est une reconnaissance des connaissances qu'ils peuvent avoir, une prise en compte de tout ce qu'ils savent. Et même s'ils ne vont pas publier là-dessus ou le claironner, il y a aussi une diffusion au sein des différentes communautés où ils disent, vous savez, il y a un musée qui s'intéresse à nous, à ce qu'on fait. Donc, voilà, ça redonne un lustre, si vous voulez, à leurs propres yeux. Et pour nous, c'est en fait, même s'ils n'ont pas besoin de publier quoi que ce soit ou d'écrire une thèse, en fait, rien que ça, pour nous, c'est formidable quoi, de voir qu'une minorité qui est super stigmatisée, finalement,
elle voit de la fierté enfin, elle voit de l'intérêt dans nos yeux et du coup, ils en ressortent une fierté, quoi. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Bon, Alina, si tu veux compléter sur les retours là-dessus, mais à brûle pour point, je ne vois que ça. C'est déjà beaucoup et c'est déjà très proche du modèle d'économie de la contribution que je présenterai dans 15 jours. Merci. Merci. Alexia, peut-être une question? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexia Jacques Casanova. Je suis indépendante dans le secteur de la culture. J'ai une structure qui s'appelle Artisest et je fais justement un accompagnement auprès des institutions culturelles et de la formation sur tout ce qui est démarche participative avec les publics. Et je souhaite vraiment remercier tous les intervenants et les intervenantes et à féliciter leurs équipes parce qu'on voit qu'on est vraiment sur des projets qui sont des actions en profondeur, à l'inverse de projets qui peuvent être très superficiels dans ce domaine-là. Et notamment, je remercie Monsieur Delarge qui a rappelé que les démarches participatives, ça prend du temps et du coup, ça prend aussi beaucoup de moyens parce qu'on voit malheureusement beaucoup d'appels à projets qui demandent du participatif, de surcroît parfois avec des publics marginalisés et avec des budgets tout rikiki et donc des projets qui sont attribués aux offres économiquement avantageuses avec toutes les conséquences qu'on imagine pour ces publics. Bref, moi j'avais deux questions. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de les traiter, je suis désolée, mais c'était tellement passionnant. La première, c'est sur la participation. J'ai la sensation qu'on parle beaucoup de participation à la création d'expositions ou à l'enrichissement, à la diversification des collections. Et je suis ravie d'avoir vu aussi le projet des champs libres sur la documentation participative. Et donc, je me demandais s'il y a d'autres champs du musée dans lesquels les personnes pourraient être impliquées. Et je pense notamment aux institutions états-uniennes qui impliquent elles aussi leur public carrément dans des conseils d'administration d'habitants qui ont du coup un pouvoir beaucoup plus politique, je pense, dans certains aspects. Et une deuxième question, si jamais on a le temps, qui est là plus pour les MUCEM. Et je m'interrogeais en fait sur la compensation qui a pu être proposée à ces experts, parce que c'est comme ça que vous avez choisi de les appeler. Donc, est-ce qu'il y a eu une compensation, quelle qu'elle soit, financière ou non, pour ces personnes-là? Merci beaucoup. Je vous réponds en premier, sauf si quelqu'un d'autre veut se lancer. Alors, pour la première question, sur est-ce qu'il y a d'autres formes de participation que sur la documentation des collections, l'enrichissement ou les expos, au MUCEM, il y a d'autres formes. Alors, je ne les connais pas toutes, mais je sais que, par exemple, sur la programmation événementielle, on va proposer à différents groupes de faire une programmation. Par exemple, il y a eu l'été dernier, une programmation Génération YZ où on a demandé donc, à des jeunes de cette génération de proposer des sujets de table ronde, d'intervention, voire de programmation. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Pour la question sur la rétribution, et c'est une super question, merci Alexia de l'avoir posée, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe pas mal et qui nous préoccupe pas que Alina et moi, hein, mais je ne sais pas si vous savez, en ce moment, il y a une autre exposition qui est participative en ce moment au MUCEM sur la mémoire du sida et qui a aussi été faite donc, sur le même principe collaboratif avec des chercheurs, des malades, des soignants, des aidants, des militants. Et les musées ne sont pas encore vraiment armés, enfin, ils ne sont pas encore configurés. C'est d'ailleurs ce que disait aussi Alexandre, je crois, ou non, que ce soit Joël. Enfin bon, un des deux, parce que c'était super intéressant les deux, sur le fait que comment l'institution, elle s'adapte finalement à des non-professionnels qui n'ont pas les mêmes codes et qui n'ont pas les mêmes attentes non plus du musée. Et donc, pour le moment, on n'a pas réussi à rétribuer nos experts, notamment, alors ceux qui viennent du monde académique, on considère que ça fait partie de leur job, donc ok. Mais ceux qui, par exemple, chez nous, il y a des forains qui ne travaillent pas quand ils viennent participer à nos groupes de réflexion. Et donc, on s'est dit, c'est pour nous compliqué de ne pas reconnaître financièrement leur implication. Donc, le seul compromis qu'on a réussi à faire, c'est sur l'enquête collecte. On a fait en sorte que tous les experts qui font du terrain reçoivent une somme forfaitaire en plus du défraiement de la mission, etc. Et ça, c'était une première, ça n'avait jamais été fait encore au musée. Pour la participation vraiment effective pour l'exposition,
Pour le moment, on a trouvé des remerciements, mais un peu détournés, si vous voulez. Par exemple, ça fait 3 ans qu'on essaie d'organiser un pèlerinage aux Saintes-Maries de la Mer, tous ensemble, pour remercier notamment tous ceux qui ne sont pas français, qui du coup n'ont jamais participé au pèlerinage. Et symboliquement, c'est hyper important pour la communauté, enfin les différentes communautés romanies. Voilà, je dis on essaie parce que ça fait 2 ans que c'est annulé à cause de la pandémie. Mais bon, cette année, peut-être qu'on va y arriver. Donc, c'est une forme de remerciement aussi. Et que je dis, qui est autre que les défraiements des missions. Voilà, quand ils viennent de Roumanie pour travailler avec nous, évidemment, on leur paye le voyage, mais voilà, ça va s'arrêter là. Ou leur faire des cadeaux, des goodies du musée, quoi, des crayons, des carnets, des tote bags, des catalogues. Donc, voilà, pour le moment, la réflexion, elle en est encore à ce moment-là, mais au sein du musée, nos directions ne sont pas fermées à l'idée qu'on reconnaisse, peut-être pas forcément financièrement, mais en tout cas qu'on reconnaisse d'une manière plus active voilà, les contributions des non-professionnels de musée. Et il y a évidemment le catalogue, qui est aussi une forme à la fois de reconnaissance, parce que nous, on va demander à tous nos experts, même s'ils ne sont pas hyper à l'aise avec l'écrit, mais en collaborant avec eux pour publier quelque chose, on va leur demander à tous d'avoir une contribution dans le catalogue. Du coup, ça sera aussi payé, mais bon, voilà, ça sera payé à la page, quoi. Ça sera pas un salaire pour avoir participé pendant 4 ans à l'élaboration de ce projet. Au rythme quand même de un webinaire une fois par mois pendant 2 heures, quoi. C'est quand même, c'est pas neutre non plus comme investissement. Voilà, je cède la main à qui, ou le micro à qui voudrait réagir là-dessus. Alors Agnès, peut-être sur ces différentes formes d'implication? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais par exemple, dernièrement, à l'occasion du forum du réseau des partenaires au musée, on a fait lire à des jeunes migrants des lettres d'un objet qui est rentré en collection, l'encyclopédie des migrants, qui est justement de Rennes, avec l'association L'Âge de la Tortue. Donc, on a financé le fait d'encadrer ces jeunes par la directrice artistique pour qu'elle les rende à l'aise dans ces lectures mises en scène au moment du forum avec des professionnels. Et via une association, on a rétribué ces lectures aux migrants. Et puis encore dernièrement, là, au mois de décembre, on a fait cette installation artistique dont je parlais avec l'école de Condé. On a travaillé en amont avec l'association Bastina, qui est une association des passeurs de culture qui forment des réfugiés avec des étudiants en anthropologie à la médiation culturelle. Et donc, nous, on a, pareil, formé, sensibilisé avec les médiateurs du musée qui les ont accompagnés dans la médiation, et ils ont fait ensuite des médiations couplées en duo, médiateurs du musée qui faisaient écho aux objets de collection qu'avaient choisis les étudiants de l'école de Condé, et les passeurs de culture qui ont témoigné dans leur parcours de ce à quoi ça faisait écho. Et là aussi, on a rémunéré les passeurs de culture via l'association Bastina. Et donc, c'est vrai que depuis quelque temps, on a aussi un point d'honneur à les rémunérer en tant que tels pour leur contribution. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session, mais c'est une question qui pourra être ramenée au prochain séminaire, je pense, le 3 mars, parce que c'est vrai que ça va impliquer l'organisation au sein du musée, donc comment entrer en relation avec ces participants, comment effectivement les rétribuer, c'est une question à laquelle on ne pense pas spontanément. Donc merci à toutes et à tous, pour toutes les présentations, et puis à tous les participants qui nous ont rejoints. J'espère que vous serez nombreux le 3 mars également.